as you know, ENSAS and Kervia of Mumbai, students and colleagues are here for a workshop which we began 4 weeks ago now in Mumbai, and which led us to Bhubaneswar, which is the capital of Orissa, also a town, a capital with a new town planned by a planner of German origins, Otto Königsberger, and to Chandigarh. So we were doing with, I think in Bhubaneswar 60 students, and in Chandigarh a little bit less, 40. We did comparative field studies in both cities. The subject was what can be the role of heritage, and heritage in plural, that means not only architecture but also, I would say, cultural traditions, but also landscape, nature. So what could be the role of heritage in the city of tomorrow? So in India there is a whole movement of smart cities going on. As we discussed, nobody knows exactly what means smart and how smart are they. They are smart to get the money to do something, of course. But I think our approach was a little bit different. The studio, so the members are here. Emmanuel Rompak, who's responsible for the studio here and also for the seminar. Then Shraddha and Ginella from our Mumbai, I never know how to say it in a politically correct way. We have both. Sébastien and Sandro, Pascal. So, yes, I said Sandro. And so the idea was, in fact, that was a program which was proposed by Institut Français, India and Goethe Institute, and so it had to be German, French and Indian. So we had also the KIT group with us, Arturo Romero and 4 students, so all the 5 were not German at all, but so that was not really the problem. And so we spent 2 weeks in India and in 2 groups, 1 week approximately in each city. The field studies are going on. We are now compiling the information and putting it in this workshop together in the parametrical tool we are using. So you can also visit us during the workshop tomorrow, the whole day in the 6th floor here. And when we were preparing this great adventure, I met old friends, Enrico Chapelle and Thierry Mondoul, and it appeared that they are working on Chandigarh. And so the idea was to invite them. We wanted to invite them before the workshop, but it was too difficult because there were so many events. So we invite them now during the workshop, and I'm very glad to have them here. So both of them are also teaching history and culture of architecture. Enrico in Toulouse, which is also a city of the modern movement of Team 10 with George Kandilis. I don't know if you know the project or the whole satellite city. Now I have to peek a little bit on what I wrote on you. Here, what I wrote down on you. So you were in Toulouse since 2002. Yes. Yes. Yeah, we get our job the same year. I went to Nancy. Of course, you worked on Siam. You worked a lot on representation figures of in urban design of the modern movement. In Italy, in France, and maybe in other countries. The last information I got was from 2015 or 13, so you just did your habilitation. Yes. And which was designing the urban fabric, thinking the project in the 20th century. Whereas your doctorate thesis was maps and figures of scientific urbanism in France. So
both of you are in research labs, so your research lab is Laboratoire de Recherche en Architecture, LRA, so Laboratory in Architectural Research. Then Thierry, we didn't meet for a long time, so I also have to look into my notes. You're in one of the Paris school, which is Paris Malaquais, and this is the school where you have a very prestigious lab, which is Architecture, Culture and Society, ACS, where many, I would say, many of the colleagues now in position went through that lab at some time. And in fact, you did your PhD on Auguste Choisy, the architectural historian of the 19th century, which is also a long time ago, 15 years, I saw. And what I found very interesting on the work you're doing now, you're working on questions of architecture and urban planning in regard to sustainable development, especially climate. I think that is something what might interest us in your presentation on Chandigarh. Together, you did the research for the Ministry of Culture, one of the programs which is called Ignis Mutat Res, together with Rémi Papillot, who is also quite known for his works on Chandigarh. The title is Jugaad Chandigarh. You will explain the term, I hope. A modern archetype confronted to energy strategies. This research was in, I think, 2013, 12 or something like that. 13 to 15. And then you did, at the end, a big exhibition at, for our Indian guests, there is a big institution for architecture in Paris, which is called Cité de l'Architecture et du Patrimoine, which is at the terrace in front of Eiffel Tower. If you have the Eiffel Tower, it's on the left side, please visit it. And which was Chandigarh 50 years after Le Corbusier. So you did this exhibition, all three of you, and also with Christian Barani, who did a lot of films. So the idea was also to have an approach towards a modern, contemporary Chandigarh with those films. And we will see two small films right now. Also, Thierry, you are doing right now, or this project studio on Chandigarh 2035. So it's also something interesting to have, like us, like we are doing now, a project studio on this city. So that was for my part. Of course, Chandigarh, you know. Chandigarh is the capital of the state of Punjab. It was planned not only by Le Corbusier, but by colleagues I don't know if you know them so well, his cousin of course, but also Maxwell Fry, Jane Drew. There was also a project before by an American planner. And it is also an Indian project, so there are many at that time young Indian architects who built this city, and they are proud of building it. I think I don't know if you are proud of Chandigarh as Indians, but I think when I came there, before I was in Bhubaneswar, which is at the east of the country, and came to Chandigarh. I thought I was in Switzerland because everything is like range, and people also are quite different there. And I think it's a city which has many qualities, a lot of institutions. It's a very green city. Of course, it's a city, it was planned for 150,000 people. It's now quite 1 million. So that's not always simple, but I think we will see now with them if this city is still a model for something. And I give you the floor, please. Thank you.
Donc, bonsoir à tout le monde. And I do the translation from Oui, time to time. c'était pas prévu, donc on va parler français pour les personnes qui peuvent comprendre, et puis il y aura Volker. On voudrait d'abord remercier moi et Thierry vraiment de cette invitation. C'est important d'être ici, c'est vraiment un véritable plaisir. Et d'avoir vu aussi ce que vous faites dans l'atelier, c'est vraiment très intéressant et très stimulant. Tu me diras quand tu veux arrêter. Voilà. Beaucoup de choses ont déjà été dites. Pourquoi nous sommes à Chandigarh, nous sommes en Inde, qu'est-ce que nous avons fait depuis 2013, donc on ne va pas répéter ça. Voilà. Et donc, ce qu'on a fait, et c'était vraiment une étape très importante pour nous, c'est cette exposition à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine à Paris, 2015-2016. Lors de laquelle nous avons travaillé avec un artiste, vidéaste, qui s'appelle Christian Barani. Nous, je répète, Thierry Mandoul, Rémi Papillot, qui a travaillé longtemps sur la ville de Chandigarh, voilà, et moi-même. Donc, on voulait commencer justement pour vous projeter, vous montrer quelques vidéos que nous avons montrées à cette exposition qui avait pour sous-titre, donc c'était une exposition montée à l'occasion des 50 ans de la mort de Le Corbusier, mais qui avait pour sous-titre le devenir indien d'une ville moderne. Donc c'est un peu ce qui nous intéressait, montrer la ville de Chandigarh telle qu'elle est habitée, telle qu'elle est pratiquée, plutôt que de revenir à nouveau et pour l'énième fois, sur le projet, sur la conception, bien sûr, importante de cette ville. Ou en tout cas, c'était justement la mise en rapport, et même dans la scénographie, il y avait cette confrontation entre d'un côté les concepts, les notions, le projet, et de l'autre côté ces vidéos qui montraient comment ces espaces ont été et sont toujours utilisés, pratiqués et transformés, donc reconstruits, si vous voulez, par les Indiens. So that's a lot of things to say. Thank you very much for the invitation. In fact, the most important moment of our work on Chandigarh was the exhibition in Paris in 2015-16, which was for the 50th year of death of Le Corbusier. We wanted to show, together with Christian Barani, who is an artist and a video artist, how Chandigarh became an Indian city. Of course, we will talk about the concepts and of the architecture which has been designed at the origin, but we want also to show how the urban space and all those buildings were being transformed to be a real Indian city right now. And we will do it first by showing you two films. Voilà, donc on va commencer par vous montrer ces deux films, donc on va les arrêter, on ne va pas les voir dans la totalité. Le premier, c'est autour de la gare routière, un bâtiment magnifique construit par Pierre Jeanneret à Chandigarh. Et le deuxième, c'est l'Assemblée de Chandigarh, dessinée et construite par Le Corbusier. Et on vous montre aussi ce film parce qu'en fait, dans cette conférence, on ne va pas vous parler beaucoup plus du Capitole. Voilà. So we will show you two films. The first is around the bus station by Pierre Jeanneret, so we had our hotel just close to it. And the second is around the assembly by Le Corbusier.
ce qui nous paraissait, on souhaitait vous montrer ce film, comme vous avez pu le voir, parce que on découvre la ville comme elle a été pensée, en tout cas dans un certain sens, c'est-à-dire une ville qui a accordé une place primordiale à la voiture et à la circulation mécanique. Et donc dans ce très beau film de Christian Barani, donc en empruntant un autobus, on a parcouru un petit peu les voies rapides de Chandigarh pour arriver jusqu'à ce bâtiment qui est menacé plus ou moins de transformation, voire de destruction, qui a été donc conçu par Jeanne Ray et un jeune architecte qui s'appelle Prabha Walkar, qui est un architecte indien. So we want to show this this building because Chandigarh is a city designed for cars, for automobile circulation. So we arrive in Chandigarh in this bus station, and this is also a building which is meant to be transformed or even destroyed. So important place, but which is now under pressure somehow of projects around it. So this is the assembly. The assembly. Il n'y a pas de son. No sound. Ouais.
Donc nous avions aussi souhaité vous montrer le Capitole parce que c'est un bâtiment qui est quand même assez sécurisé, voire très sécurisé. Il n'est pas facile de le visiter. Je crois que Volker, tu as eu la chance de le visiter. Je ne sais pas si les étudiants ont eu cette chance. Oui, non, peut-être pas. Donc ça vous donne un tout petit aperçu de cette architecture, du génie qui a été déployé à l'intérieur de ce bâtiment, de voir cette assemblée. Et donc il est là aussi assez magnifiquement filmé par Christian Barani. Yeah, so it's not easy to have access to the Capitol complex. You see here also the other buildings, and I think I was the only one who had access during the workshop because it was a working day, so you can get there, but before it wasn't open at all, and it's with control, and you cannot take pictures or films in the assembly building. You have to give your phones. Okay. Donc ça nous amène à reposer, là c'est aussi pour les jeunes générations, bien que comme vous travaillez depuis quelques temps sur Chandigarh, vous devez être au courant de cette histoire, vous rappelez les origines de la création de cette ville, donc qui remonte au moment de l'indépendance de l'Inde, donc avec la partition donc des Indes coloniales anglaises en deux États dans un premier temps, avec l'Inde, et puis d'un côté le Pakistan occidental, et de l'autre côté le Pakistan oriental qui deviendra le Bangladesh, et puis avec un État qui va être pris dans cette division, c'est l'État du Pendjab que vous voyez en haut sur votre gauche. Donc la plus grande partie du Pendjab va donc faire partie du Pakistan, avec la capitale Lahore. Et puis un tiers de ce Pendjab va devenir un Pendjab indien, pour lequel il va être nécessaire de construire une nouvelle capitale. Donc très vite, cet État et la construction de cette nouvelle capitale, décidée par Nehru, devient un objet et un enjeu symbolique très fort. Très vite, Nehru formule, comme vous pouvez le voir en haut de la diapositive, donc l'idée que cette capitale doit exprimer donc cette démocratie nouvelle indienne et toute la modernité qui va donc être déployée, générée par cette nouvelle démocratie. Sur les autres cartes, elles sont aussi importantes parce qu'elles nous montrent l'évolution aussi des partitions successives du Pendjab. Sur la carte où l'Inde est bleutée, on voit qu'ensuite le Pendjab indien est à nouveau redivisé donc en 1, 2, 3, 4, 5 États. Donc il complexifie donc le rôle que va jouer Chandigarh, qui est censé être la capitale du Pendjab, et cette situation va être encore plus compliquée, ce qu'on peut voir sur la dernière carte en haut à droite, à partir du moment où donc un autre État va être créé, donc qui est l'État d'Haryana, et pour lequel donc Chandigarh va devenir aussi la capitale. Et donc on partait d'une situation assez simple où Chandigarh était donc une ville conçue pour être la capitale d'un seul État, et on se retrouve donc en 1966 où donc Chandigarh devient la capitale de deux États, et les bâtiments du Capitole, comme on a pu voir tout à l'heure, qui sont les lieux du pouvoir, sont depuis 1966 des lieux qui sont partagés entre ces deux États. Donc il y a des sessions qui se suivent, qui s'enchaînent
donc les unes pour l'État du Punjab et l'autre pour l'État d'Haryana. Par rapport à ce cours de géopolitique, pour finir, rapidement, mais c'est très important quand même pour comprendre aussi la façon dont évolue Chandigarh aujourd'hui. Un dernier mot, c'est-à-dire que nos amis indiens le savent bien, donc la ville de Chandigarh est une ville d'État, donc Chandigarh s'intitule le Union Territory, donc c'est une ville qui a été créée par l'État et le territoire est un territoire donc appartenant à l'État, et c'est une ville qui est gérée depuis Delhi par un préfet qui est nommé et qui est pour 3 ans. Donc au mieux, il peut arriver à diriger cette ville pendant 6 ans, ce qui est assez exceptionnel. Donc ça pose aussi après des problèmes de gestion de la ville. Donc les préfets arrivant à chaque fois doivent prendre connaissance d'un certain nombre de dossiers. Donc ce qui complexifie un peu leur tâche. So about the first part, it's easy. I won't do the translation. You know all the history of India after the dissolution of the British colonial empire. But what is important is that what was meant to be the capital of Punjab and which was also kind of showcase of the new Indian democracy, Chandigarh. In fact, it's also the capital of a state which changed over time. And in 66 came up the situation we have now. In Chandigarh you have the institutions of Punjab and of Haryana. For example, in the assembly building you have 2 assemblies. Something important is also, of course this was meant to be at the origin by Nehru. You see him here in the picture with Le Corbusier. Something important to know about Chandigarh also, it's a city without a mayor. So in fact it's a union territory. So you don't have a mayor, but you have a governor sent by Delhi. And the governor is there for 3 years, and it can be up to 6 years. But you also have to remind this, that there is a person coming from outside, and there are many persons coming all the time from outside who will reign over or will decide over the politics and development of the city. If you agree. No? An advisor. They are not political in nature. They don't really have too many political powers. I leave it here. Okay. Okay. Unlike, Okay. in India, the position of the mayor and the governor are not very political in nature, in the sense they don't have too much of authority to make laws. It's really the legislative assembly that does all the lawmaking. Thank you. Thank you. Donc, ce qui est important de rappeler, donc, c'est que cette ville a toujours est conçue comme une ville de migrants, puisque donc, au moment de la partition, donc, il y a des moments très dramatiques où les populations donc, vont être déplacées, les populations musulmanes vont partir vers le Pakistan, ce sont des milliers de personnes. Et inversement, les hindous et les sikhs vont devoir quitter donc, les territoires sur le nouveau Pakistan pour venir donc, dans le Punjab et éventuellement habiter Chandigarh. Donc il faut avoir en tête que Chandigarh a cette dimension, c'est à la fois donc, une capitale administrative qui va être là pour gérer ce nouveau territoire punjabi, et en même temps c'est une capitale qui accueille donc des populations migrantes qui vont, selon leur situation, vont constituer la classe moyenne majoritaire de Chandigarh, et pour qui va être construit Chandigarh. Et en même temps il va y avoir aussi des populations beaucoup plus modestes, celles qui vont construire Chandigarh, qui elles ne vont pas trouver place et vont
pour la plupart du temps, donc habités dans des slums et tout autour de Chandigarh. Et la critique la plus radicale, la première critique la plus radicale qui sera faite du plan du projet dit corbusien sera celle formulée donc par Madhu Sarin lorsqu'elle rappellera que paradoxalement cette ville était une ville démocratique, elle a été construite pour donc tous les Indiens, et paradoxalement donc les Indiens les plus modestes, les plus pauvres, ceux qui ont construit cette ville, ne trouvent pas de place dans cette ville. So something important about Chandigarh is all the history of migration in the region of Punjab. As you know, Muslim population went to Pakistan, to the Indian part of Punjab, and Sikh and Hindu population came from what is now Pakistan. So it's a city where you have, in fact, a project which has been made for a middle class, but not, and was the critique by Madhu Sarin, not for the people who really built the city. So they live around the city, outside, in kind of slums. Autre point, et puis on en aura fini un petit peu avec l'histoire. Même si on peut en finir avec l'histoire. Il y en a encore une après. Bon, il y en a encore une. Mais qui est importante, c'est-à-dire qu'effectivement on dit que Chandigarh est la ville de Le Corbusier, mais on oublie combien c'est avant tout une œuvre collective. Alors les Indiens, depuis plusieurs années, publient des textes, rappellent combien donc, la création de cette ville est aussi l'œuvre de jeunes architectes talentueux. Donc petit à petit, ce savoir, et on prend connaissance d'une équipe qui a existé pour créer cette ville. Donc rapidement, vous devez savoir aussi, je parle plus ancien, et pour les plus jeunes, donc peut-être vous ne le savez pas, c'est qu'il y a eu un premier projet, donc avant que Le Corbusier intervienne et invente cette ville de Chandigarh. C'est un projet qui a été créé par une équipe qui était dirigée par Albert Meyer. Alors je ne sais pas si vous voyez grand chose, c'était les trois acteurs là-haut, voilà, Meyer, donc Novicki et Clarence Stein, qui était aussi un ami de Meyer, qui travaillait aux États-Unis, qui travaillait autour de la question des neighborhood units, des unités de voisinage. Et donc Meyer obtient la commande de cette ville parce qu'il était un ingénieur militaire, et pendant l'entre-deux-guerres, donc a travaillé donc sur la question des villages indiens, comment développer les villages indiens, et en même temps il a aussi travaillé sur Mumbai. Donc il a eu un projet d'urbanisme pour Mumbai, et c'est grâce à ce projet qu'il rencontre et connaît Nehru, et qu'il a maintenant accès à cette commande. Donc il fait un premier projet avec ce jeune talentueux architecte d'origine polonaise, Matthew Nowicki, qui enseigne en Caroline, et qui a la malchance de perdre la vie lors d'un voyage de retour vers les États-Unis après avoir dessiné le premier plan de Chandigarh, ce qui conduira Meyer à abandonner ce projet. Donc on en passe aux deuxième sphère d'acteurs, qui sont bien sûr Nehru, comme on l'évoquait tout à l'heure, et puis qui sont juste en dessous, voilà, donc Nehru, et puis à côté donc l'administrateur civil Thapar et Varma, qui est l'ingénieur en chef. Donc ce couple d'administrateurs et civils et d'ingénieurs, c'est eux qui vont être la courroie de transmission, c'est entre le gouvernement central et le Corbusier, et les architectes qui vont travailler avec le Corbusier. Donc ces deux personnages sont clés, sont fondamentaux. D'ailleurs, quand on regarde les notes de Le Corbusier ne cesse de vanter donc le talent, l'intelligence de Varma, l'ingénieur, et de Thapar. Et Le Corbusier sait bien que c'est à travers eux que finalement il peut arriver à convaincre l'administration indienne de telle ou telle position ou situation ou projet envisagé.
ces deux personnages qui déterminent le site. Donc en 1948, en survolant donc, les plaines donc, au pied de l'Himalaya, à peu près à 120 km au sud des chaînes de l'Himalaya. Et le choix du site ne sera jamais remis en question. Et lorsque Le Corbusier sera consulté par rapport à la situation de ce site, il l'approuvera. Il précisera qu'il n'y avait pas meilleur lieu que le territoire qui a été choisi par ces deux administrateurs. Ensuite, ces deux administrateurs, c'est eux aussi qui partent en Europe pour trouver un architecte ou une équipe d'architectes qui puisse être à qui on puisse confier la création de cette nouvelle capitale. Donc, dans un premier temps, bien sûr, il pense à Le Corbusier qui refuse. Il a 63 ans, il n'est pas tellement, il a beaucoup de projets en Europe, en France, en Amérique du Sud, donc il n'est pas tellement emballé pour partir en Inde, surtout que la contrainte qui est posée par le gouvernement indien, c'est que Le Corbusier doit venir s'installer, en tout cas l'architecte qui sera missionné, doit venir s'installer en Inde. Donc les deux administrateurs partent ensuite en Angleterre, rencontrent donc le couple Maxwell Fry et Jane Drew, qui sont connus pour leurs travaux qu'ils ont pu réaliser en Afrique tropicale, et donc toutes les réflexions qu'ils ont pu mener sur des architectures adaptées à des questions tropicales. Et donc c'est des jeunes architectes à ce moment-là qui ont 35 ans, même si Fry a travaillé avec Gropius, ils ont une certaine expérience, mais eux à nouveau aussi évoquent l'idée que ce doit être absolument Le Corbusier qui doit être missionné pour cette tâche, et que ce n'est qu'à cette condition-là qu'ils accepteront de travailler avec Le Corbusier. Et donc finalement Le Corbusier accepte. Je finis les anecdotes, je vois que mon camarade s'impatiente. Surtout moi. Mais c'est important quand même. On voit que l'histoire du projet quand même c'est toujours des choses très compliquées. Ça tient un peu de choses parfois et des fois c'est très compliqué. Et donc Le Corbusier accepte, et en même temps il a trouvé une stratégie pour ne pas aller en Inde, même s'il ira 23 fois durant le laps de temps qui lui reste à vivre pour suivre ce chantier, les chantiers à Ahmedabad. Entre-temps, il a sollicité son cousin, Jeanne Ray, auprès de qui ils étaient plutôt fâchés depuis un certain nombre d'années, et a réussi à convaincre son cousin de suivre ce projet gigantesque, et il a réussi à le convaincre à aller vivre en Inde, et donc Le Corbusier a de cette manière dealé avec le gouvernement indien. Voilà comment ça s'est passé. Et donc le Jeanne Ray restera 15 ans, et cette ville n'existe que grâce au travail de Jeanne Ray. Donc ça, il faut bien avoir bien conscience de ça, vous qui êtes allé... Tu laisses la photo pour la traduction. So, I will just resume this. In fact, it's not the history of one man, of course, as you know. Here is a whole bunch of people who worked on that project. There was also a project before the team around Le Corbusier, which was proposed by Albert Meyer, Nowitzki, and Clarence Stein. So, American-Polish architects who already worked in India. But Nowitzki died, and so Meyer decided to abandon the project. And on the side of this Indian government, you have two important persons. What were their names? Varma and Tapar, who in fact identified the area for the city, which is 120 kilometers south of the Himalaya range. And this was never questioned by Le Corbusier. The site was already there in 1948, and so it was the same site which was then in discussion for the new team around Le Corbusier.
which arrived in 51. So the new team, Le Corbusier, at first he didn't want to take the job. So Barma and Tapar met other people like this young British couple, Maxwell Fry and Jane Drew, who already had experience in planning in tropical Africa. Though accepted, but they wanted to have also Le Corbusier in the team, who didn't want at all. He was 63 years old. He didn't want to settle down there because he had many other projects around the world. So his idea was, okay, I can send my cousin. Lately we didn't work together very well, but for this job he can do it. So in fact it was not Le Corbusier but Pierre Jeanneret who really lived there for 15 years and who was on the, let's say on the European side, the main architect for the new capital. Dernier mot historique. Donc c'est Jeanneret qui va être à la tête de ce bureau des architectes, dont on peut voir la composition. J'évoquerai quelques noms de jeunes architectes indiens très talentueux, donc en particulier Jet Malhotra, qui va projeter avec Jeanneret le grand hôpital, le Pygmeur. Je ne sais pas si vous avez eu la possibilité, la joie de visiter The hospital, we haven't seen, I think. The hospital, we didn't visit. Donc Malhotra, on peut évoquer aussi Prabha Walkar que j'évoquais tout à l'heure, qui est vraiment le bras droit de Le Corbusier, parce que donc il y a eu pendant 15 ans des brouilles entre Le Corbusier et Jeanneret, Jeanneret ne souhaitant plus répondre à Le Corbusier, donc il fallait trouver des substituts, et Prabha Walkar est un jeune architecte qui va suivre toute la construction du Capitole. C'est lui aussi qui suivra la construction du bâtiment de la gare routière qu'on a vu tout à l'heure. On évoquera aussi, on peut évoquer Prakash, Aditya Prakash, qui donc réalisera beaucoup de bâtiments publics à Chandigarh, dont son fils est architecte et enseignant professeur aux États-Unis aujourd'hui. On évoquera aussi Sharma, qui sera l'architecte ingénieur, l'architecte urbaniste qui va donc ensuite diriger l'avenir de Chandigarh jusqu'au début des années 1960. Donc c'est un peu la figure tutélaire, c'est toujours la personne que les médias allaient consulter pour savoir est-ce que Chandigarh se développe comme l'aurait souhaité Le Corbusier, parce que c'est quelqu'un qui a travaillé dès les premières années avec le Corbusier. Et puis, pour finir, j'évoquerai aussi Madame Chaudhary, donc, qui est une jeune femme architecte, elle aussi très talentueuse. La seule architecte parlant français. Donc c'est aussi important, peut-être s'il y a des... il y a des histoires à faire, se dire comment donc Jeanneret, qui parlait pas tellement anglais, pouvait dialoguer avec des Indiens, et entre autres donc Chaudhary était la personne qui pouvait assurer les traductions. So on the Indian side, important architects. Tu peux laisser la... Oui. Sinon je vais... on the right side, it was Prabha Walkar, who was kind of, let's say, he had a kind of psychotherapeutic role in between Jeanneret and Le Corbusier, because they didn't really speak to each other, and so he was very important for the building of the capital, in fact. Then you have on the upper side, the second from the right, Sharma, who was during until the 90s kind of the warden of the project, of the spirit of the project, and he was always consulted when something had to be done in the city of Chandigarh. Jeanneret, he didn't speak really English, so he had Mrs. Chadbury. She's on the third year on the Chaudhary, yes. Yes, and on the left. Who did I forget? All right, yes, all right. I forgot somebody.
1, 2, 3. No, but okay. So let's say it like that. On peut y aller. Donc ça, cette diapo, c'est seulement pour montrer un peu donc le phasage qui était pris en compte dès le départ par les architectes et concepteurs de cette ville, une ville qui donc prévoit une première urbanisation de 30 secteurs de densité relativement faible. Ici, c'est... Alors, voilà, donc la phase 1 ici, et donc la phase 2 qui arrive jusqu'au secteur 49, si je me rappelle bien, hein, jusqu'au secteur 49, et ça c'est ce qui était effectivement planifié, ce qui était effectivement prévu. Et c'est à la suite, avec l'augmentation de la population, la croissance démographique, les nouveaux habitants qui arrivaient, qu'il y a eu une troisième phase qui est celle qui est encore en acte au sud de la ville, vers Moily. En ce qui concerne la densification successive, vous voyez dans ces petits schémas, dans cette suite de ces petits schémas, donc que d'abord on a commencé à urbaniser les secteurs au nord, proche du Capitole, et puis les secteurs 22, qui est le secteur, si vous voulez, prototype de tous les autres secteurs, qui étaient vraiment dessinés par les architectes anglais et Pierre Jeanneret. Et ensuite, là, vous voyez donc la densification de la première phase et les premiers 30 secteurs. La deuxième phase ici, au fur et à mesure des années 60 jusqu'aux années 90. Voilà. So you see here, this is just some diagrams to show how the city was built in different phases. It's important that there is between phase 1 and 2, there is it's already a city of 500,000 people, and now we're in phase 3, so we're in also in the area of the city of Mohali, and the city is now 1 million inhabitants. You see on the far left side that also the initial in the initial phase, which has been built around the capital and sector 22. Et sur cette diapositive, ce qui est aussi intéressant, c'est cette image qui est une carte redessinée par des étudiants qui montre justement le site tel qu'il était avant l'arrivée des architectes, avant l'urbanisation. Donc on a longtemps pensé et décrit et présenté Chandigarh comme une ville voilà, qui se situe, qui va être installée sur un site vierge, mais en réalité on voit bien qu'il y a toute une urbanisation rurale qui est mise en place, des villages, ce sont tous les petits points, des systèmes de cheminement, de circulation et surtout les 3 fleuves que nous allons retrouver justement dans les premiers dessins qui sont faits par les architectes, les Corbusier, mais aussi celui à droite, Maxwell Fry, l'architecte anglais dont parlait Thierry tout à l'heure. Donc on voit bien que cette grille, qui est une grille abstraite, qui est une grille qui vient bien sûr d'un urbanisme universel, d'un urbanisme occidental, s'installe en effet et de façon plutôt raffinée dans une topographie, dans une hydrographie qui est marquée justement par l'Himalaya, les collines chivaliques qui sont l'opiément de l'Himalaya, et puis qui est prise entre deux fleuves intermittentes, on peut dire, à droite et à gauche, et qui fait surtout référence, qui s'adosse
sur ce qui est ce qu'on appelle, que les Corbusier appellent dès le départ, la vallée d'érosion, qui est la vallée génératrice de cette plaine. Donc la grille est orientée vers l'Himalaya. À sa tête, on trouve, et il est bien marqué dans son plan de Frey, le Capitole. Dans son cœur, selon cette vision aussi d'une ville anthropomorphique, au cœur, il y a le secteur 17, le centre civique et commercial, et puis tous les secteurs qui se développent autour de ça, qui sont les secteurs résidentiels. Ce que on voit aussi dans cette image, c'est qu'il y a une orientation qui n'est pas une orientation hasardeuse. C'est aussi bien la maquette que le plan sont mal orientés, mais vous voyez le nord ici sur cette flèche. En fait, c'est une orientation qui permet vraiment de profiter des vents rafraîchissants qui permettent effectivement de rafraîchir la ville dans les mois les plus chauds. Oui. So important to know that the site was not an empty site. There were villages on the site of Chandigarh before Chandigarh, also roads, fields, and so on. And then you have this grid, which seems to be very abstract, but in fact, the way to put the grid on this area was quite intelligent, because it takes into account the slope. There is a slope from going down from the capital, which is number 1 on the plan here. It was done by Maxwell Frey, to 2, which is the city center, and further down. So it's on the slope. It follows the slope. There are the 2 rivers on each side of the grid. And also it's not a north-south grid, but it has to do with topography, with Himalaya, which is to the northeast, and with the dominating wind. So the grid is turned in a way so that the city can get fresh air also. Les photos que vous voyez en bas, ce sont des photos qui sont prises par Pierre Jeanneret et qui montrent bien tous ceux qui existaient sur cette plaine agricole, des points d'eau, des arbres extrêmement importants qui en partie ont été conservés, la plupart ont été conservés et qui ont été intégrés dans les espaces publics et dans le plan d'urbanisation de la ville que nous vous montrerons après, et bien sûr des maisons, des villages ruraux tels que vous les voyez ici. These are the pictures taken by Jeanneret before the building of the capital. What is important is to see these were the villages, and also you have many trees, and the architects tried not to cut the trees for the project. So many of those trees they were taken over into the planning of the capital. Donc tous les documents d'archives en fait montrent que les architectes, les Corbusier en premier lieu, mais aussi Pierre Jeanneret, avec leurs moyens, se sont transformés en véritables explorateurs, tels des ethnographes sont allés visiter cette plaine, la regarder, l'observer, la noter. Alors Pierre Jeanneret, avec l'œil mécanique de son appareil photographique, parce qu'il était un grand photographe, un très bon photographe, Pierre Jeanneret, et comme vous voyez ici en haut, Le Corbusier à sa façon dans ses croquis. Donc ce sont des croquis qui notent vraiment, qui enregistrent, qui essaient de mémoriser la richesse, l'harmonie qui est présente dans cette plaine agricole. Il y a une phrase que je voudrais vous lire justement de Le Corbusier qu'il écrit, alors je ne me rappelle plus si c'est sa femme ou sa mère,
peut-être tu le sais, mais une phrase justement qui montre bien à quel point il était vraiment très sensible et à quel point il est marqué justement par la beauté et les caractéristiques naturelles de cette plaine agricole. Donc avec ce croquis que vous voyez ici qui incarne un peu cette vision, il écrit nous sommes sur le terrain de notre ville, sous un ciel admirable, au milieu d'une campagne de tous les temps. Les villages sont si vieux qu'ils n'ont pas de date. On trouve les mêmes au centre de l'Afrique ou dans les oasis. Tout est ensemble, les hommes, les femmes, les enfants, les ânes, les vaches si belles, les bouffles, les champs. Tout est calme, lent, harmonieux, aimable, et tout se parle à voix basse et modérée. It was a quotation by Le Corbusier, but in fact it was also to illustrate that both Corbu and Jeanneret had a quite intimate relationship to the site and to the people. So Le Corbusier, he was the one who did the sketches, as you see, and Jeanneret, who was a good photographer, did many pictures like the ones you see here on the slide. And it's a work of architects, but in some extent you can think that it's a work of, it's a kind of ethnographical work also they did in this exploration. I forgot before to mention that Le Corbusier, of course he didn't live there, but he went 23 times to Chandigarh. En fait, Le Corbusier, Chandigarh était toujours décrite comme une ville verte, une ville-parc, bien sûr, c'est aussi ça. Mais ce qu'il nous paraît, c'est que c'est un peu plus que ça. C'est une ville quand même qui se veut entrer en rapport avec le site et le cosmos de façon plus générale. C'est ce qui indique ce croquis, avec ce cosmos qui est très présent dans la culture indienne, dans la philosophie hindouiste, où la nature participe bien sûr du bien-être des hommes et de tous les êtres humains, et notamment en ville. So we could even say that in some way Corbu and Jeanneret, they entered into a cultural understanding of human existence as a symbiosis with nature and with animals in this site. Et le résultat, c'est qu'aujourd'hui, Chandigarh est une ville que vous pouvez voir sur ces photos, protégée d'une canopée verte qui la rend quand même très agréable à vivre, très naturelle, par rapport notamment à d'autres villes indiennes qui sont beaucoup plus minéralisées. Cette canopée qui a une raison d'être pour ce que je viens de vous dire, donc cette dimension un peu cosmologique qui habitait les Corbusier bien avant d'arriver en Inde, mais qui rencontre et qu'il découvre quand même dans ce pays. Cette canopée aujourd'hui améliore aussi les conditions climatiques de la ville, atténue la pollution, contribue à la réduction du bruit, voilà, et donc c'est pour ça que nous avons donné avec un titre à notre conférence, une ville écologique avant l'heure, voilà, est-ce que sous forme de questions, mais ça nous paraît que finalement il y a une potentialité dans cette présence de l'élément naturel dans cette ville qui est très importante et qui pourrait aussi nous instruire à nous sur une façon d'agir et de faire aujourd'hui. So the cosmological approach Jeanneret and Corbu had towards the site, towards the people. There is also, you can see it in the respect towards plants, vegetation. So it's a very green city today, which people are aware of this value. It's the green space, the trees are heritage, so somehow, or are also the present life. And so that's why Enrico and Thierry think that we should have they have a different, or they have a look on Chandigarh as a model for an ecological city. An ecological city.
Alors, bien sûr, Le Corbusier n'a pas fait tout ça tout seul, même si les principes, c'est lui qui les a donnés, qui les a établis. Un acteur, alors pour faire encore un petit peu d'histoire, qui a joué un rôle très important, s'appelle Randhawa. C'est un botaniste et paysagiste indien qui est devenu, après la mort de Pierre Jeanneret en 1966, le gouverneur de la ville de Chandigarh, mais qui avant a été président du bureau paysagère de la ville, du Landscape Advisory Committee, et c'est justement ce comité qui, dès le départ et jusqu'à aujourd'hui, donc, a aménagé tous les espaces verts de la ville. Randhawa, c'est quelqu'un qui a écrit aussi, vous voyez ici son livre sur Chandigarh, et a écrit beaucoup en exprimant justement dans ses écrits cette vision d'un aménagement urbain qui tient compte justement de la vie de tous les êtres vivants, les animaux, les hommes, etc. Et concrètement, il va s'occuper justement d'arborer la ville et aussi d'organiser. Vous voyez, il a dessiné énormément de parcs, énormément de jardins dans la ville, dont ce jardin botanique dont vous voyez ici quelques photos. C'est une pépinière qui a permis de rassembler des espèces d'arbres, des fleurs indiens mais aussi exotiques et de les multiplier et puis de les porter dans les espaces publics de la ville. So on a more practical side, this work on botanical gardens, on public spaces, on trees has been supervised. What was the name of? Randhawa. Randhawa, you know him maybe, an Indian landscape architect who was the advisor for all issues of green space in the city. And you saw there are tree nurseries, there are all those sites you have today in the city, and his work is also theorized in the book you have there. What's the title of the book? Chandigarh. Le site là, de photos. No, his book, the Chandigarh. Yeah, okay. Mais il a écrit aussi d'autres books vraiment sur le paysagisme. But he also did other books on landscape issues. Donc c'est un demi-million d'arbres qui seront plantés entre la création de la ville jusqu'à aujourd'hui. So 500,000 trees have been planted since the foundation of the city. Alors, il y a bien sûr plusieurs stratégies de projets qui ont été mises en place justement pour créer cet espace qui finalement arrive à fusionner l'élément naturel avec l'artefact urbain. Et donc, on va les énumérer très vite. La première, c'est quelque chose qui était très diffuse dans l'urbanisme du XXe siècle, depuis le début du XXe siècle. C'est cette idée d'une green belt, d'un nom d'espace végétal autour de la ville. Et dès 1952, Le Corbusier pousse pour que soit édité un acte, une loi qui bloque l'urbanisation autour de la ville telle qu'il a pensé. Et vous le voyez ici, c'est cette image. Donc c'est d'abord 8 km du centre-ville et quelques années après un rayon de 16 km où, selon Le Corbusier, Pierre Jeanneret, les concepteurs de la ville, rien ne devait être bâti. Donc, alors, les raisons de cette Greenbelt, évidemment, c'est celle de bloquer l'urbanisation, c'est celle aussi d'assurer la sauvegarde de l'espace rural, de la campagne qui existait avant l'implantation de la ville, et aussi de créer une économie, peut-être aujourd'hui on dirait une économie de circuits courts, quoi. En fait, il voulait que cette ville soit en partie aussi autonome et que la production des denrées, des aliments soit faite tout autour. Il y a aussi une vision très esthétique très forte, un peu c'est la vision de la cité-jardin, mais aussi des villes de la Renaissance, l'idée d'une ville qui est comment on peut dire, bâtie
bâtie, terminée et bien circonscrite au milieu d'une campagne florissante, comme le montre bien ce plan. So one of the paradigms of Chandigarh from the beginning was to have a green belt around the city. So the idea of having at the city and also a countryside where you have agriculture, so it's a kind of idea of also of sustainability. And so this green belt was at the beginning 8 kilometers from the center, and then 16 kilometers from the center. Ouais. Bon, bien sûr, les choses ne se sont pas passées exactement comme ça. Aujourd'hui, si vous allez à Chandigarh, il y a cette Greenbelt a été bâtie et donc surtout après 1966 avec la partition entre les États et puis l'unité territoriale ici à son centre, la pression foncière a fait que cette idée de Le Corbusier n'est pas advenue. After 66, this idea was difficult to maintain because of the partition in two states. You have Punjab on one side and Haryana on the other side. So today, many of those greenbelt areas are built up. Deuxième stratégie, l'aménagement de la vallée d'érosion qui est transformée en une vallée des loisirs et une sorte de multiplication justement de cette vallée à travers ces bandes que les architectes appellent des bandes vertes, qui en fait sont des bandes qui rentrent dans tous les secteurs résidentiels, vous le voyez ici, et qui irriguent des verdures chaque quartier. Donc ce plan montre bien justement la vallée des loisirs, l'aménagement de cette vallée des loisirs et l'idée justement de se traverser des secteurs qui devaient être aussi dans l'esprit de Le Corbusier des parcs linéaires. Vous voyez sur cette coupe cette idée, parce que bon là pas encore dit, mais on le dira après, en fait il y a deux systèmes, le système de la circulation douce à l'intérieur des quartiers et le système de la circulation véhiculaire tout autour des secteurs. Et l'idée c'était justement de quand même séparer de façon nette et radicale ces deux types de circulation et pour passer justement d'une bande verte à l'intérieur d'un secteur à l'autre ici, Le Corbusier avait imaginé de grandes passerelles qui dépassent les V3, les voies de circulation rapide. So two other important principles of the project. One is the linear parks. So the first one is, of course, what is called now the Leisure Valley, which was an erosion valley. And you see that this principle has been maintained for all the sectors. So you have a kind of strip park in the center of each sector. And the idea was you have this, in red you have this very strict grid for automobile traffic, but also to have another network of paths along the park strips, and you see it in the section Le Corbusier, the idea that you have in order to get from one part to the other of the strip park, you have footbridges over the big roads, which have not been realized in fact. Et dernière chose, c'est justement dans ces bandes vertes au centre des secteurs qui traversent les secteurs nord-est et sud-ouest que s'installent tous les équipements du quartier, les écoles, les squares, les dispensaires, y compris les temples, pour la religion, etc. Donc voilà. So all the institutions for education, religion and so on, public life is organized around the street parks, in the center of the sectors.
L'autre élément extrêmement important, c'est la vallée des loisirs. Bon, la vallée des loisirs, c'est donc un creusement, une vallée dans la plaine, en fait pas très profonde, 5 à 6 mètres de profondeur, et très large, une centaine de mètres de largeur. Et Le Corbusier perçoit tout de suite la valeur stratégique pour son projet de cette vallée qui devient, on l'a déjà dit, un peu la colonne vertébrale sur laquelle s'adosse le plan de la ville. Donc là, vous voyez une coupe et cette vallée donc, qui parcourt du nord au sud et donc aboutit au Capitole en haut est totalement équipée avec une série de jardins, une série d'espaces verts extrêmement différents et paysagers de façon différente, dessinés donc par ce comité paysagère de la ville présidé par Randhawa. Donc c'est un élément, voilà, un élément très important parce que ça montre que Le Corbusier, quelque part, dans son plan, il négocie avec la nature, il fait avec la nature, il fait avec cette vallée. C'est un élément d'irrationalité, un élément donc tout à fait naturel qui vient et qui est intégré et qui devient même porteur de l'aménagement du plan d'urbanisme de la ville. Et c'est une approche totalement différente de ceux qui avaient fait quelques années auparavant l'architecte britannique Louis Tens à New Delhi, où il y a des avenues extrêmement arborées, mais qui finalement se placent sur le site et ne tiennent pas compte effectivement de comment le site, on ne le voit plus le site. Tandis qu'à Chandigarh, lorsque vous marchez le long de cette vallée, vous apercevez bien la topographie de la ville. So one important element of the layout is of course the Leisure Valley, which is like 5 or 6 meters below the ground of the city level, and it was an intelligent idea to integrate this natural element into the grid planning. You saw it. Tu peux montrer les esquisses avant? You see it in the sketches of Le Corbusier, and also you see it as a quite important green space, and it's an attitude which contrasts with what Lutyens did for Delhi, for example, where it just did not take into account the site at all. Bien. Il est 8 heures, donc on va passer vite parce que, bon, c'était prévu, non? Voilà, il y aura un deuxième épisode. Simplement, cette stratégie, cette négociation avec la nature qui fait qu'aujourd'hui la nature est extrêmement présente et fait de cette ville une ville très particulière. Troisième stratégie, c'est bien sûr la fondation d'un lac, un lac artificiel, le lac Shukna, à côté du Capitole. Je ne dirai pas plus, sinon pour dire que là aussi, c'est pas quelque chose qui est amené de l'Occident jusqu'à Chandigarh, mais c'est effectivement quelque chose de très typique dans les villes indiennes, les villes de fondation, les villes neuves indiennes. Normalement, je pense à Jaipur, mais aussi à Udaipur. Vraiment, la création de la ville s'est faite avec la création d'une digue, d'un lac artificiel qui permet effectivement de sauvegarder l'eau et donc de rendre la vie habitable. Bon, il faudrait dire plus sur le lac Shukna. Quatrième stratégie, le plan Shukna Lake. Ah oui, pardon. Shukna Lake is also, it's an artificial lake, and of course it is something which has to do also very much with Indian culture and Indian way of planning, city planning. For example, like in Udaipur, and also you have those ghats we have in many cities. For example, we have them in Bhubaneswar around the central tank or pool. So this was also an intelligent way to integrate the necessity of water, having water throughout the year, and to provide a space which is very common in Indian cities. Et enfin, le plan d'arborisation, bon, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant, d'extrêmement complexe, c'est quelque chose qui est fait de façon très systématique avec une grille. Alors là, vraiment, on ne peut pas la présenter aujourd'hui, peut-être que ça sera une autre fois parce que ça serait trop long. Donc les différents types d'arbres, essences d'arbres, le positionnement de façon donc très raisonnée et très rationnelle dans chaque partie de la ville, avenue,
nord-sud, est-ouest, ou les espaces publics comme les parcs ou les places ou le Capitole, etc. Mais voilà, on aimait beaucoup ce croquis justement qui sort de l'agence de Le Corbusier, qui montre bien cette grille comme il s'installe autour de ce creusement qui est la vallée verte ici, et qui oppose justement le plan de Chandigarh au plan de New Delhi de Louis XV, qui est un plan beaucoup plus monumental, etc. Bon. Okay, so you saw the New Delhi plan by Lutyens, and Chandigarh, you see also the monumentality of the Lutyens plan. And in respect to that, the project of Chandigarh is a more modest project, a very serious project on the way of planting the city. You have this kind of Siam grid of planting, which is was in the last slide. Ok, bon, là on passe, parce qu'on est arrivé à la fin, donc on passe... Tu veux parler plutôt du Capitole ou des maisons pour terminer? Juste deux mots par rapport à puisque j'ai découvert un peu votre travail et vous vous intéressez à la question du patrimoine. Il est sûr que dans le futur de Chandigarh, cette question donc, du dessin, de l'achèvement du Capitole est une question qui est assez fondamentale. Parce que, je ne sais pas, ceux qui ont eu la chance de visiter ce lieu, pour Le Corbusier, il était présenté comme le jardin du Capitole devait être un miracle. Et puis, lorsqu'on est positionné à peu près à l'entre-deux des deux grands bâtiments de l'Assemblée et de la haute cour, les deux bâtiments sont à peu près à 800 mètres de vous, il y a 1600 mètres qui les séparent, et donc on est plutôt installé dans une espèce de vide. Alors je me permets de le dire parce que je m'appuie sur des grands critiques d'architecture. Donc Banham, lui, voyait dans ce lieu un parc de stationnement de supermarchés, mais il ne voyait pas du tout d'architecture. Et Tafouri aussi disait que cet espace était composé d'absence et de parcours impossibles. Donc on est bien loin de ce qui pouvait guider Le Corbusier dans ses premières années à travers l'acropole d'Athènes ou à Pise, donc ces objets qui étaient rapprochés les uns des autres, qui étaient plus ou moins en tension. Là, les distances sont tellement gigantesques qu'on s'interroge un peu sur ce qui a pu guider le dessin de cet ensemble. Surtout cet ensemble est inachevé. Donc, la diapositive suivante peut-être. Voilà. Surtout ce qu'on voit sur la maquette en haut à gauche, donc c'est que cet ensemble est inachevé. Il devait être donc le travail de composition repose sur deux stratégies. Une que je ne développerai pas, mais qui est celle de la stratégie qui repose sur un tracé géométrique, c'est deux carrés de 800 par 800, au milieu duquel on devait retrouver le palais du gouverneur qu'on ne retrouvera pas, donc toute une réflexion sur le modulor, et puis une autre stratégie qui repose sur, on pourrait dire, donc une pensée de terrassier qui est là pour soulever, créer des collines dites artificielles, déplacer des terres qui ont été retirées des fondations des grands bâtiments pour constituer donc un écran entre la ville et le Capitole. Donc ceci afin que le Capitole soit tourné vers l'Himalaya et qu'il y ait ce rapport immanent de l'homme face à la nature, face au gigantisme de l'Himalaya. Alors la réalité, c'est que ces terrassements qui sont sur la maquette absolument magnifiques,
et aussi tous les bassins qui devaient accompagner le palais du gouverneur, que vous avez le deuxième dessin ici. Donc trouvent leur source à la fois dans l'étude des jardins moghols et aussi d'un jardin qui est très célèbre, qui est construit à quelques 30 km de Chandigarh, qui est les jardins du Pinjore. Et puis aussi, c'est ce qui est toujours intéressant dans le travail de Le Corbusier, c'est de voir sa fascination pour les choses les plus modestes, les plus banales, le quotidien. Et donc Le Corbusier développait une passion pour les tracés des enfants dans le sable au bord de la mer, donc la façon dont, ce qu'on peut voir avec ce dessin, la façon dont les enfants pouvaient créer des figures, des sculptures, et donc son œil d'architecte donc balance entre ces références historiques et savantes, et aussi donc ce plaisir qu'on peut avoir à travailler les masses et le sable. Okay. So the Capitol complex is of course an init project which has never been achieved. It was meant to be a garden of miracles, but critics like Rainer Benham and Manfredo Tafari thought it's more like a parking of a shopping mall. It's too huge and distances are very big. But you see in the project there were quite interesting ideas. So as the work you can see on the different terraces and on the buildings which are partly on the terrace, but on the lower level. The idea also to have basins. They they also visited in the Mughal tradition in India, but also Corbusier observed children playing in the sand with those sand castles, and he thinks that's also something we have to take into account. Into a landscape where you have also this skyline of the Himalaya mountains behind. And so from the very small to the very big scale, the model and the intention of the project was really to build a very important space, and which you cannot see right now because it's just too big for the few buildings you have there. Juste un mot pour conclure ce passage, et peut-être la conférence. Donc, ce site est menacé, comme vous pouvez peut-être en apercevoir. La diapositive suivante, on le verra peut-être. Donc, on voit que ce site maintenant est menacé par les constructions périphériques. Donc, il y a un village qui se développe à très grande vitesse. Il y a des investisseurs Tata devaient construire des tours d'une vingtaine, trentaine d'étages au bord du lac. Donc la ville de Chandigarh a réussi à bloquer le projet. Mais donc se posent ces questions. Quel est le futur de ce site? Quelle relation avec la ville périphérique qui vient se placer entre donc la chaîne de l'Himalaya et le projet lui-même. So this skyline is threatened now by recent developments in the outskirts of Chandigarh. There was a project by Tata and their investors has been stopped. They want to build a high-rise of 30, not 30 meters, but 30 floors. Huh? Yeah. And so the local government is aware of the importance of relationship between the capital and the bigger landscape, but we are not sure that they can really maintain this for a long time. Bon, on avait prévu de vous parler aussi du secteur, c'est-à-dire cette unité de voisinage, le neighborhood units, qui constitue vraiment la vie quotidienne de Chandigarh, et de vous parler aussi de tout le travail sur les maisons, ce qu'on appelle l'architecture climatique, donc comment on pense des maisons voilà, qui fonctionnent bien dans un climat subtropical, avec des moyens très faibles et très économiques, Maybe we can show the slides. Maybe you just show the slides
slides. The idea was to Show also to the show you slides. sectors, Ah, vous allez découvrir qu'on est arrivé. climates, adapted. On va passer juste les slides, il y en avait beaucoup, mais bon, là c'est parce que... Puis on vous laisse la parole si vous avez des questions. Oui, si vous avez des questions. Donc, les vertus de la grille, on les passe. On les passe. Il y en a beaucoup, quoi. L'idée du village, et comment l'idée, justement, bon, tu peux dire peut-être un petit mot. Oui, je voudrais revenir quand même. Ah non. Non, là-bas, bon. Non, mais puis ah oui, vas-y. Ouais. Non, simplement. Non, mais là où il y avait les... Oui. Avant. Encore. Non, celle où il y a tout le... On perd du temps. Celle où il y a la ligne avec les villages, le de Saint-Jeanneray, etc. Ben, je ne sais plus où elle est, sincèrement. Non, c'est après. Searching for slides. Ça te fait rêver, quoi. Voilà, stop. Ah. Voilà. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pendant ce qu'on peut observer, hein, c'est pas secret. Il suffit d'aller aux archives de la Fondation Le Corbusier, de lire les notes pour comprendre ce qui a pu se passer entre Le Corbusier et Jeanneret. Il y a eu des moments d'affrontement, donc il y a eu des controverses, pour reprendre l'expression de Bruno Latour, très, très violentes, donc, entre Le Corbusier et Jeanneret. Une grande controverse au sujet de laquelle donc Le Corbusier sera toujours aigri et on voudra toujours à Jeanneret, concerne le dessin et la conception du secteur, ce fameux secteur 22 que vous avez pu visiter, qui est le secteur dit prototype et un peu canonique. Et en fait, le travail, le résultat, surtout de Fry et Jeanneret, avec donc Drew aussi qui contribue à ce dessin. Mais ce qu'il faut savoir, c'est juste ce petit dessin que vous pouvez voir, le secteur numéro 5. Donc il faut savoir que Le Corbusier... donc déteste, non, le 5, voilà, celui-ci. Et le 4, par contre, ça c'est l'esquisse qu'on a pu retrouver sur papier en tête de Jeanneret au Canada, et qui montre quel aurait pu être le projet d'un secteur tel que l'aurait souhaité Le Corbusier, c'est-à-dire un secteur qui se composait à partir d'une somme d'unités d'habitation horizontale. Là on voit bien la façon dont Le Corbusier voyait la ville. Donc dans les années 50, il y avait deux façons pour lui de voir la ville. Soit c'était l'unité d'habitation verticale, il a essayé, il y a des plans à Chandigarh où on peut voir le secteur avec un exercice d'unité d'habitation construit sur le secteur. Les conditions économiques, les conditions techniques, donc l'amènent très rapidement à ne pas aller plus loin dans cette volonté. Et donc ce qu'il propose, c'est des unités d'habitation horizontales, donc des villages groupés. Et on peut voir cette figure donc avec toujours un système hiérarchisé de voies douces et toute une série de grains de raisin plus ou moins écrasés. Donc ils sont noyés dans la nature. Et puis finalement, le projet qui sera réalisé, le projet numéro 5, avec Fry et Jeanneret et Drew, est un projet qui est plus proche d'un exercice de Siedlung, d'urbanisme rationnel qu'on pouvait bien connaître déjà en Europe. Et donc pour Le Corbusier, c'est un vrai drame. Et donc il y a un échange de courrier assez musclé entre Jeanneret et Le Corbusier par rapport à ce projet. So sector 22, which was the prototype sector for housing, there was a big fight between Le Corbusier and his cousin Jeanneret, Maxwell Fry and Jane Drew. You see the sketch number 4. This was Le Corbusier's idea. It's kind of with housing units like grapes, there were also vertical housing units, but then he thought horizontal ones would be more adapted. And what came out is number 5. This is the layout by Jeanneret, Fry and Drew, which is closer to
housing settlements you can see in Britain or in Germany. Et donc la seule réalisation qui sera faite et qui nous laisse imaginer ce qu'auraient pu être ces villages souhaités par Le Corbusier, c'est le village unit de Jandro que vous avez dû visiter, qui est un petit ensemble qui est de maisons individuelles mitoyennes qui sont limitées et closes par des murs de briques avec un porche magnifique, avec un square au centre qui reprend l'image d'une place de village. Et donc c'est la seule opération qui nous laisse imaginer ce qu'aurait pu être ce secteur s'il avait été construit avec ce principe sur sa totalité. So this is on the pictures you see one village unit by Jane Drew, which is an illustration how the whole area could be built in different units. So it's in fact a gated space with a central square and these small row houses. Okay. So thank you very much. Merci. So let's just give 10 minutes for questions if you have any. Okay, maybe you have, Emmanuel? Donc on va faire défiler les diapositives pour Sans parler. Just, yeah, I thought, I mean, the idea of an ecological city, a model for an ecological city is a provocation, but I understand it better now. In fact, we have in Chandigarh, everywhere you have small signs, Chandigarh is a smart city. So maybe the smarter way to have a better city would be, in fact, to have an ecological city, not a smart city, which doesn't mean anything. So I think that's would be a strong idea for Chandigarh, especially with what you showed about the idea of having a countryside which is nourishing the city, in fact. So, but also to have all this policy on planting and this knowledge. So this is, I think it's an important item. You didn't show, but they are just here, the images on climate and how to build in an adapted way to the climate. I think that's an important item too. Also the building materials, brick, I imagine brick is something which is available in Chandigarh and around Chandigarh. So if you put together all those elements, that could be a smart recommendation for the government of Chandigarh. Maybe we should pay more attention on those issues in our work with the students on what we will show them. In fact, we will go to Delhi for a meeting at the end of the semester, and so your presentation widens our perspective, I would say. What do you think? Yeah? So, urban village and climate. Just a few words. Thierry. Climate pour les maisons. The question of the climate for houses, for pour cette maison, for the parent houses. Well, it's a common work. En français, donc c'est un travail avec Misnar, le polytechnicien Misnar,
avec qui Le Corbusier avait déjà travaillé pendant l'entre-deux-guerres sur la grande façade de l'Armée du Salut. Quelqu'un qui était spécialiste de ces questions climatiques. Et puis Le Corbusier, ce travail-là est fait sur cette maison, c'est-à-dire le deuxième projet de la maison dite des péons. Alors tout à l'heure on me posait la question pourquoi les péons. C'est qu'au même moment Le Corbusier travaille à Bogota et réfléchit à un habitat populaire pour les paysans et donc définit cette architecture minimale et la poursuit et la raffine pour Chandigarh. Ce projet est très simple, donc il y a deux murs qui sont des murs mitoyens et entre ces murs, devant et à la fois derrière, on a 2 jardins et en partie centrale, 4 pièces qui sont en fait la pièce du voilà ici là où tu ouais, voilà qui peuvent la pièce centrale mitoyenne peut s'ouvrir complètement avec une cloison coulissante. Donc la réflexion sur la grille dite climatique, il y a cette aspiration à produire un outil rationnel qui va pouvoir intégrer toutes les données climatiques. Donc tout à l'heure, discuter avec les architectes, ingénieurs qui travaillent sur des logiciels numériques et on voit déjà aussi toutes les limites de ces logiciels, même si ce sont une puissance de calcul très importante. Donc cette approche rationnelle de la grille climatique est en fait très réductrice, parce qu'elle va se faire et se calculer par rapport à une période dite extrême, considérée comme extrême par Le Corbusier, depuis Paris, parce qu'ils ne sont pas en Inde, donc depuis Paris. Et cette grille est calculée dans la période où la chaleur est la plus importante. Et donc, ce que souhaite produire Le Corbusier, c'est une grille qui associe, on en rêve tous, qui associerait des données climatiques. On a des conditions d'humidité importantes, on a du vent, on a un soleil, aussi un éclairage, un soleil, une intensité solaire assez importante. Donc ça doit déboucher sur un système architectural, un élément architectural qui serait développé et déployé dans la maison. Donc le principe c'est ça. Oui. La réalité... Réagir à ces conditions, des dispositifs architecturaux qui permettent d'atténuer quelque part les situations les plus extrêmes. So the idea was Le Corbusier worked with an engineer. He works since the interwar period with an engineer on climatic issues, but the problems, you saw the structure of the house, very simple. You have 2 walls and then a structure to cover. You have in fact 4 rooms and you can open them with sliding doors. But there is also a big debate. We have the debate today. You can of course compute all those items into a grid, into a climate grid, but what do you put into the climate grid? Are those the extreme moments of the year where it's the hottest time or where it's the most windy time and so on? So you have to, you don't really get a direct result from a climate grid to architectural elements that can produce a house. Et, donc là, c'est la deuxième controverse qui va opposer Le Corbusier à Jeanneret. Jeanneret, lui, vivant en Inde, expérimente les conditions climatiques parfois extrêmes et réalise que ce qui est proposé par Le Corbusier et Nisnar n'est pas applicable. Donc une des grandes controverses, c'est par exemple la question de la hauteur pour Le Corbusier. Alors j'ai plus
le nombre d'or, je crois que c'est 2,26 de haut. Donc le Corbusier prévoit donc sa maison des Péonnes à 2,26 m. Et Jeanneret lui renvoie des courriers, il me dit, mais nous, tout ce qu'on voit, les maisons les plus agréables sont celles qui ont des grandes hauteurs de plafond, qui permettent donc à la chaleur de monter, etc. etc. Et donc au bout d'un moment, le conflit est tel que Jeanneret pose sur son bureau les documents de la grille climatique et ne les ouvrira plus. Voilà. Donc ça fait un deuxième drame. So, for example, about climate, there was a second fight between the Corbusier, who was in Paris, and Jeanneret, who lived there. So Le Corbusier, of course, he wanted like a ceiling at 2,50 m, which doesn't work in the climate of Chandigarh or in many Indian cities. For Jeanneret, ceiling has to be much higher, so to have a buffer zone for the hot air to be evacuated. And so this was one second fight they had. Okay. Last question. Yes. I have a question about how has the city has evolved through time. Does it stay the same, or it was densified? Densification. Is there a densification of? Est-ce que Chandigarh a été densifié? Est-ce que le plan lui-même ou en fait les secteurs ont évolué? Je le montre. Alors il faut le trouver. Donc oui, en fait. C'était avant. Encore? Oui. Tu m'arrêtes, hein? Je sais plus où c'est. Ah voilà. Et alors, ouais. On peut laisser sur 45 par exemple. Yes. Okay. Sur la boraille? Ouais. Donc, ce qui est intéressant dans tout urbanisme de grille, c'est effectivement de voir comment la grille est un support d'urbanisation successive. Et donc, une des critiques qu'on peut formuler aussi à Chandigarh, c'est-à-dire que Chandigarh est géographiquement organisé socialement. Les quartiers les plus chics, les plus riches, ceux qui sont destinés aux avocats, aux grands administrateurs, ceux qui sont proches du Capitole, donc sont des îlots qui sont très peu denses, extrêmement verts, plantés. On a l'impression d'être je sais pas où, à Los Angeles, dans les plus beaux quartiers, etc. Et au fur et à mesure qu'on descend dans la grille, vous l'avez certainement expérimenté vous aussi, on voit que cette grille se densifie parce que les constructions sont plus modestes, les populations sont plus modestes. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir aussi comment la grille assimile des villages qui pouvaient préexister, comme ce fameux village. Donc on peut voir le dessin. Donc, sur lequel vous travaillez. J'ai vu des cartographies qui sont faites sur ce village. Donc il y a un ancien village moghol dont on voit les tours, c'est l'ancien fort, donc on peut arriver à voir les tours de briques. Il y a une densité incroyable, il y a plus de 20 000 personnes qui vivent à cet endroit. Donc on a presque le double de la population de ce qu'on peut trouver dans le secteur 22, le secteur prototype. Et donc ça, ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est extrêmement intéressant parce que aujourd'hui, un des enjeux de Chandigarh et du Grand Chandigarh, c'est-à-dire que la périphérie de Chandigarh se développe de façon très rapide et puis avec des procédés contemporains, ce qu'on peut voir à Delhi, Mumbai, etc. Donc toute une série de grandes tours, de gated communities. Donc c'est toute la négation de ce qui a pu de tout ce qui a pu porter et constituer Chandigarh. Et donc ça amène la question de se dire comment pourrait-on densifier ces secteurs. Alors je ne dis pas que c'est la méthode, mais en tout cas si on observe dans les périphéries de la grille de Chandigarh, dans le Chandigarh UT elle-même, on observe des systèmes de densification, soit parce que
Donc la grille a assimilé un ancien village et ce village a continué à se développer jusqu'au moment où donc la ville de Chandigarh a tracé au cordeau. C'est pour ça qu'on a cette figure régulière. Donc avant c'était un noyau plutôt circulaire et le village ne cessait de grandir. Donc la ville a tracé au cordeau ce village et maintenant ce village ne cesse de monter parce que les règles urbaines ne sont pas très strictes et donc on arrive à avoir des rues qui sont assez incroyables, qui sont des galeries creusées presque dans les habitations, donc ça pose aussi un certain nombre de problèmes. Alors on peut vous montrer une autre photo par exemple, celle du secteur, oui celle-là. Alors là c'est une opération aussi, elle est intéressante pour vous si vous êtes amené à projeter. Donc c'est le secteur 42, on peut voir sur le plan en haut à gauche, donc il y a un petit carré rose qui correspond à une opération de logement social d'habitat intermédiaire. C'est toutes les photos qu'on peut voir, donc qui ont été réalisées au début des années 1980. Alors pour nous, c'est des choses peut-être qui apparaissent comme assez banales et assez convenues, mais cette idée d'utiliser l'habitat intermédiaire et qui peut s'élever sur 3-4 étages constitue une des pistes aussi possibles, donc en tout cas à questionner pour se demander comment pourrait-on densifier ces secteurs. Donc c'est sûr que ces secteurs sont très peu denses, que la qualité de ces secteurs repose aussi sur leur faible densité. Tout ce qu'on a montré, les parcs, les jardins, donc il y a un équilibre à penser, à concevoir. Voilà, ça relève du travail de l'architecte, des jeunes architectes que vous êtes. So there are in the sectors close to the capital where you have all the state officials and so on living there. Those are sectors which didn't really evolve during time. It's kind of frozen. But then you have more dynamic sectors towards the south where you have also people from maybe poorer social context. And the first one we showed was a sector where you have in fact a former village which is in the grid, so you saw the rectangle, and which is over densified now with in time. This is perhaps not the best solution, but that was the evolution over time. And the second one is quite interesting example. It's on the upper left side of the plan. It's a kind of intermediate scale between big housing towers or units and the row houses you have in the central sector. So this is it's a quite interesting scale for Chandigarh, and it's much more denser here than in the central parts. It's like 2 times dense, more dense here. Yes? So from conception to design the way it is today, what are your views about how Chandigarh is faring as an ecologically sensitive city? Sorry, Donc de là, depuis la conception à ce que c'est aujourd'hui, où sont les pistes pour que ça devienne une ville écologique. Écologique. Et mais aussi les dangers. So different. So the question of the traffic, the cars. I think this problem still it's a problem. So I think that generates cutting between sectors. It's very difficult to go from one sector to the other sector. So that's a problem. I think if you want to design the city more sustainable, you need to think about this.
Also, of course, to think about public transportation. I don't know if it's a tramway or if it's metro, but the way the roads are so wide, so there is a lot of possibility, and I think it could be something wonderful if you imagine a tramway going from the north to the south, like in the movie at the beginning when we was in the bus. It could be a very beautiful moment for the people living in Chandigarh to go up, to go down and see the forests and the people living in Chandigarh. The other question is, of course, the social question. Where live the poor people? And it's always the same. So what is interesting in this history of this element, and the Burai also, it's a place for popular persons, and that is very interesting because we could imagine also how in a sector you could also mix poor people living in a sector and people of the middle class. It's the situation for Burai is exactly the situation. After there is a confrontation, there is a limit. Burai is noisy, Burai is dirty, and the other side, the people live in a beautiful place with trees, etc., etc. But it could be a possibility too. And after, the big question is the limit, the periphery of Chandigarh. And for me, it's a pity, but everywhere. The problem is you have the famous boom, economic boom, and actually we could see a lot of high buildings, multiplication of gated communities, and that is terrible. This is the opposite of the project, the Chandigarh project. Totally the opposite. We close inside, and at the beginning it was an open space, and that is a pity, because in Chandigarh all the rules are there, all the structure are there, and that's a problem. Okay, thank you very much. Thank you.